Le Prince de Nicolas Machiavel, une voix intemporelle sur le pouvoir et la gouvernance. Introduction. Mes chers auditeurs, permettez-moi de vous guider à travers les méandres de la pensée politique, là où la vertu se mêle à la nécessité et où l'art de gouverner révèle ses vérités les plus nues. Le Prince n'est pas un simple traité, mais un miroir tendu aux dirigeants, reflétant les réalités brutales du pouvoir. Écrit en 1513, alors que l'Italie était déchirée par les guerres et les intrigues, cet ouvrage demeure une boussole pour quiconque aspire à comprendre comment acquérir, conserver et perdre l'autorité. Je ne vous offrirai pas de morale idéalisée, mais une analyse froide, nourrie de l'histoire et de l'observation des hommes. Suivez-moi et découvrez pourquoi les principes que j'expose transcendent les siècles. Les fondements du pouvoir, type de principauté et leurs défis. Toute domination commence par une question. Comment devient-on prince ? Les États, qu'ils soient héréditaires ou conquis, exigent des stratégies distinctes. Les premiers, comme le duché de Ferrara, bénéficient d'une légitimité ancrée dans le temps. Les sujets, habitués à obéir à une lignée, résistent moins aux changements mineurs. Un prince héréditaire doit simplement éviter de bouleverser les traditions, sauf si la nécessité l'exige. Mais les principautés nouvelles sont un terrain bien plus glissant. Prenons l'exemple de Milan sous Francesco Sforza. Conquérir est une chose, conserver en est une autre. Lorsqu'un État est ajouté à un territoire existant, une principauté mixte, le défi est double. Les habitants, habitués à leurs lois, voient en vous un intrus. Ils espèrent un meilleur sort, mais leur déception, une fois confrontés à vos exigences, impôts, garnisons, peut nourrir des révoltes. Louis XII de France en fit l'amère expérience en Italie. En s'appuyant sur des alliances fragiles et en négligeant de s'implanter physiquement, il perdit Milan aussi vite qu'il l'avait pris. La leçon est claire, un prince doit résider dans ses conquêtes. En étant présent, il étouffe les conspirations dans l'œuf, contrôle ses officiers et inspire crainte ou respect. Les colonies, moins coûteuses que des armées mercenaires, stabilisent le territoire en y ancrant votre influence. La force et la ruse, deux faces d'une même pièce. Certains m'accusent de glorifier la cruauté. Je réponds, la cruauté peut être un outil, à condition d'être brève et décisive. Agathocle de Syracuse massacra ses rivaux en une nuit, consolidant son pouvoir sans susciter de haine durable. En revanche, Oliverotto da Fermo, qui trahit son propre oncle lors d'un banquet, provoqua une aversion si profonde qu'il finit étranglé. La différence ? Agathocle frappa une fois pour toutes. Oliverotto perpétua la terreur. Un prince doit être à la fois lion et renard. Le lion effraie les loups, le renard évite les pièges. Prenez César Borgia. En utilisant la ruse pour neutraliser les Orsini et les Colonna, puis en se présentant comme un justicier en Romagne, il maîtrisa l'art de la duplicité. Il savait que les hommes jugent davantage par les apparences que par les actes cachés. Ainsi, un prince doit paraître pieux, loyal, humain, mais être prêt à rompre ses vertus si la survie de l'État l'exige. L'armée, pilier de la puissance ou épée à double tranchant. Une erreur commune est de confier sa sécurité à des mercenaires ou des troupes auxiliaires. Les premiers, motivés par l'argent, fuiront au premier revers. Les seconds, comme les Français appelés par Jules II, se retourneront contre vous une fois leur mission accomplie. La seule armée fiable est celle composée de vos sujets. Les citoyens soldats de la Rome antique ou des cités suisses défendront leurs terres avec une ferveur que l'or ne peut acheter. Alexandre le Grand comprenait cela. En intégrant les Perses dans ses rangs après sa victoire, il transforma des ennemis en alliés. À l'inverse, les mercenaires italiens de la Renaissance, obsédés par leurs profits, réduisirent leur patrie à l'impuissance. Un prince doit diriger lui-même ses troupes, étudier la topographie, anticiper les menaces. Philopomène, général des Achéens, ne cessait de questionner ses officiers. Si l'ennemi était sur cette colline, comment l'attaqueriez-vous ? Cette rigueur forgea des armées invincibles. Le peuple et les grands, un équilibre délicat. Gouverner, c'est naviguer entre deux écueils, la haine du peuple et l'ambition des élites. Un prince tirant son pouvoir du peuple, comme ceux des cités italiennes, jouit d'une base solide, car les masses ne demandent qu'à ne pas être opprimées.
Mais s'il est imposé par les grands, il devra constamment apaiser leur soif de privilèges au risque de mécontenter la plèbe. Prenez la France. En créant le Parlement, Louis XI canalisa les conflits entre nobles et roturiers, évitant de s'aliéner l'un ou l'autre. Le secret réside dans la distribution calculée des faveurs. Récompensez les loyaux, punissez les traîtres avec éclat, mais jamais par avidité. Un prince avare perdra le respect, un prince trop généreux ruinera son trésor. La libéralité doit être stratégique. Cyrus et César distribuaient les richesses conquises, préservant leurs propres ressources. La fortune et la virtu, maîtriser l'imprévisible. Les hommes blâment la fortune pour leurs échecs, mais c'est leur manque de virtu, cette combinaison de courage, d'intelligence et de volonté, qui les condamne. La fortune contrôle la moitié de nos actions, mais elle cède face à une préparation inflexible. Prenons César Borgia à nouveau. Sa chute ne vint pas de ses erreurs, mais de la mort prématurée de son père, le pape Alexandre VI, et de sa propre maladie. Pourtant, ses fondations étaient solides, preuve que même le génie ne triomphe pas toujours du hasard. Un prince doit agir comme un architecte, construire des digues avant l'inondation, anticiper les révoltes par des réformes et ne jamais croire que le temps résoudra les problèmes à sa place. Conseils pratiques pour le prince moderne. 1. Évitez le mépris et la haine. Ne confisquez pas les biens, ne violez pas l'honneur des femmes. Un peuple indifférent est moins dangereux qu'un peuple humilié. 2. Contrôlez l'information. Entretenez des conseillers francs, mais décidez seuls. Les flatteurs, comme ceux qui entouraient Maximilien Ier, corrompent le jugement. 3. Adaptez-vous. Soyez pieux en temps de paix, impitoyable en guerre. La flexibilité est la marque des grands dirigeants, de Ferdinand d'Aragon à Napoléon. 4. Cultivez votre légende. Les actions spectaculaires, conquêtes, lois justes, mécénat, forgent votre réputation. Le peuple pardonne tout, sauf la faiblesse. Conclusion. Mes chers auditeurs, Le Prince n'est pas un manuel de cynisme, mais un rappel que le pouvoir exige lucidité et pragmatisme. Les vertus chrétiennes, compassion, humilité, ont leur place dans la vie privée, mais sur le trône, c'est l'efficacité qui prime. Un prince doit incarner l'ordre dans le chaos, même si cela exige de marcher dans l'ombre de la moralité. Comme l'écrivait Sénèque, il est parfois juste de frapper pour prouver que ce soit pour sauver. Que ceux qui gouvernent méditent ces mots et agissent en conséquence. Enfin, je vous invite, mes chers auditeurs, à vous abonner et à soutenir ma chaîne afin que ces précieuses informations soient partagées avec tout le monde. J'écris régulièrement des résumés des plus beaux ouvrages de développement personnel.